Hello Maxime, ça va, tu vas bien? Salut Arnaud, ouais. Du coup, premier épisode de ce podcast Excès de vitesse. C'est un honneur de te recevoir ici dans la suite 21. D'ailleurs, tu avais un peu soif, du coup, on s'est servi un peu à boire. Donc tu m'as dit que tu voulais un Jet 27? Ouais. Tu bois que ça d'habitude ou... En vrai, ouais, j'ai un petit fanatisme pour le Jet 27 et il m'arrive même de faire des soirées que au Jet 27. Et d'ailleurs, moi, je ne le coupe pas au Perrier. C'est important. Ah ouais, c'est important. Mais tu digères bien au moins après ça quand même. C'est ça qui est cool. Grave. Impeccable, super. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? Startup? On va parler de startup si tu veux. Ton parcours. Je te laisse déjà te présenter. Parce que Ouais. ça fait pas mal de temps maintenant qu'on se connaît. Je sais que tu es quand même assez actif dans l'écosystème startup en France. Potentiellement aussi à l'étranger, j'en sais rien. Peut-être que tu vas nous le dire. Et voilà, je te laisse te présenter. Qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Yes. Donc moi, c'est Maxime Blondel. Mes potes m'appellent Blondie. Blondie. J'aime bien Blondie. C'est sympa, c'est cool. Ouais, c'est venu naturellement d'eux. Je l'ai gardé, je trouvais ça sympa. J'ai tout récemment 28 ans et ça fait 3 ans que je dirige une société que j'ai créée qui jusqu'à maintenant s'appelait The Secret Company. Okay. On était un startup studio. Ça voulait dire que tous les ans, on avait des idées de startup, en général 2 à 3. Et pour chacune, on allait trouver un CEO, le CEO idéal selon nous pour lancer la startup en question, par son histoire, ses qualités, ses défauts aussi, pour en parler. Et après, nous, on l'accompagnait pendant 12 mois, vraiment main dans le cambouis pour bâtir le produit, l'aider à trouver ses cofondateurs, jusqu'à la fin du cycle qui est la levée de fonds. Trouver le product market fit avant, etc. Tout ça, exactement. Ouais. Et débloquer l'attraction, mettre en place la culture de l'équipe, de la startup. Ça fait 3 ans qu'on faisait ça. Et par, je dirais, une erreur de laboratoire, on s'est dit qu'il fallait faire autre chose, beaucoup plus grand, beaucoup plus risqué, et quelque chose qui nous correspondait peut-être encore mieux. Par hasard, on s'est rendu compte que le type d'entrepreneur avec lesquels nous, on travaillait le mieux et qui nous adorait vraiment, surtout après cette phase de 12-18 mois de travail ensemble, de co-construction, c'était les profils drop-out, donc qui ont quitté l'école, un peu singuliers, un peu weirdo, carrément nerd. Donc des entrepreneurs de la nouvelle génération qui sont plus que nés avec Internet. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment notre sweet spot, comme on dit, notre persona. Pas des clients, parce que nous, ce n'est pas des clients, c'est des associés. On s'associe avec eux. Notre business model, c'est qu'on prend des parts dans les sociétés qu'on co-crée, vu jusqu'à maintenant, on n'en crée que 2 à 3 par an. Okay. Donc aujourd'hui, on a un portfolio à peu près d'une dizaine de sociétés, dans lesquelles on a en moyenne 25% des parts. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se concentre sur ce persona-là, les drop-out, qu'il n'y avait aucune boutique pour eux sur le marché pour les accueillir. Il n'y a pas d'école pour les accueillir. Il n'y a pas de fonds d'investissement qui est vraiment concentré sur eux. Il n'y avait pas de start-up studio ni d'incubateur sur eux. Et on s'est dit que le meilleur design de structure pour eux, c'était celui qui était appliqué aux footballeurs, donc les centres de formation. Ça peut être Kylian Mbappé qui est passé à Monaco. Voilà. Magnifique, trop cool. Et donc ça, c'est tout récent. Et donc on se renomme. C'est, je crois, un des premiers podcasts où on annonce. Maintenant, on s'appelle The Quest. Et donc, c'est un centre de formation pour les drop-out qui veulent monter un projet ambitieux, une start-up. Et en fait, on s'est grandement inspiré donc, de ces centres de formation pour athlètes de haut niveau. Et les athlètes de haut niveau de la nouvelle génération, ils font beaucoup plus d'e-sport, donc de jeux vidéo. Et on a designé tout un branding et tout un programme d'accompagnement gamifié inspiré des jeux en ligne multijoueurs. Magnifique. Bon, on pourra en parler après. Ma première startup dans laquelle j'investis, c'est dans l'e-sport. Ah ouais? Ça s'appelle comment? Legion Farm. Legion Farm? Legion Farm, ouais. Ils font quoi? Plateforme où, en fait, si tu veux, ça connecte des meilleurs joueurs, je ne sais plus exactement à quel jeu, avec des gens tout simplement qui veulent évoluer. Donc, il y a du coaching individuel ou alors ils peuvent te placer des joueurs dans ton équipe, etc. quoi. Ok, je vois. Stylé. Et ça va bien, la startup? Ouais, ça va bien. Ouais, ok. T'es content de ton invest? Ouais, ça fait 2 ans, donc elle est toujours live, donc c'est cool. C'est déjà ça. Ils ont fait un pivot. Sur le côté, on pourra en parler après. Donc, c'est important aussi de savoir pivoter. Ouais, grave. C'est clair. Donc, du coup, aujourd'hui, donc c'est toujours sous forme de modèle quand même Startup Studio, The Quest? Notre métier ne change pas. On continue pendant 12 mois d'accueillir des entrepreneurs et de travailler intensément avec eux, main dans le cambouis. Toujours 2-3 boîtes par an? Non, on va augmenter les volumes. On se fait aussi financer maintenant. Et le format, il est suivant. Nous, on a agrandi l'équipe pour avoir en interne product designer, grosse marketeur, leveur de fonds, etc. Et on donne une bourse de 50 000 € à chaque
jeunes talents qui rentrent dans The Quest. Ça dure 12 mois. En 12 mois, on doit trouver product market fit. Et pour les startups qui en ont besoin, la grande majorité, on les aide à lever des fonds. Et on veut passer sur des promotions, comme à l'école, des promotions de 10. Mais un centre de formation, c'est un peu comme une école, en fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, plus exactement, un centre de formation, c'est la fusion exacte d'une école et d'un fonds d'investissement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était exactement ce qu'on était. Un startup studio est un fonds d'investissement structurellement, mais a un rôle à la fois de devoir co-construire, mais également d'apprendre à pêcher. Parce que tu ne vas pas pêcher éternellement pour l'entrepreneur avec lequel tu travailles. Le but, c'est que la startup, au bout de 12 mois, devienne indépendante. C'est autonome complètement. Exactement. Magnifique. Et du coup, aujourd'hui, tu es associé. Comment ça se passe concrètement avec The Quest du coup? The Quest, on est toujours 5 copains associés. On a choisi un format un peu intense. On vit dans une coloc depuis 2 ans à Paris où on est 5 colocs, 5 associés. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Tu vois, les gens prennent un appart et ils mettent leur bureau, ils vivent ensemble, etc. C'est cool en vrai. Ouais, c'est hyper sympa. C'est l'équivalent du garage de la vallée. C'est le nouveau garage version 2.0. version parisienne. Version Paris, ouais. Mais ça a beaucoup de… Alors, c'est difficile à gérer parce que c'est hyper intense, mais ça a beaucoup de vertus. Tu vas plus vite. Oui, puis même… Tu connais vraiment les forces, je pense, de chacun. Tu testes dans le réel. C'est ça, les chaussettes qui traînent, tu apprends très vite à apprécier autant sur le plan pro que perso tes associés. Et en fait, c'est un très bon aussi deal breaker. Si tu n'arrives pas à passer ce test-là, tu n'auras pas réussi à monter une boîte avec uniquement des relations professionnelles pendant 10 ans avec quelqu'un. Et c'est la même chose que ceux qui, nous, on le recommande. Quand tu trouves, je sais pas, tu es un CEO, tu cherches un CTO, tu as une opportunité, tu arrives à convaincre un CTO de te rejoindre dans ton aventure, ça prend bien. En vrai, on conseille de faire des tests à la Pékin Express. Format court, intense, où tu vas avoir les pires pans de la personnalité de l'autre et voir si tu les supportes. Ouais. C'est un peu ça l'amour quand même, d'aimer les défauts de l'autre. Exactement. Donc, et s'associer, c'est comme un mariage. Hein. Il faut… Ouais, il faut se tester avant. Exactement. On essaye. On a designé beaucoup de choses comme ça pour diminuer le risque d'aventure entrepreneuriale pour les projets. C'est notre rôle de créer ces conditions en fait. Bien sûr, trop cool. Et du coup, là, ton profil dans ta bande de potes, bande d'associés, c'est quoi ton profil? Déjà, tu viens d'où? Comment tu te caractérises aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt un profil créatif? Est-ce que tu es plutôt un profil, je sais pas moi, littéraire, cartésien? Comment tu te représentes? On a essayé de créer une team de la diversité parce que je pense que c'est ce qui bénéficie aux startups. L'innovation peut que s'extraire et naître de la diversité. Donc, on a tous des backgrounds différents dans mes associés et dans les gens qu'on recrute. On a tous des cultures différentes. Moi, je suis, de toute évidence, le plus créatif de l'équipe. Je suis peut-être le plus artiste de l'équipe. Et il y en a dans l'équipe qui sont beaucoup plus… Adams fait du sport à semi-haut niveau, fait du basket. Panam aussi, qui est plutôt du profil ingénieur. Cartésien, qui structure, qui processe. Ça, c'est important, il en faut toujours dans l'équipe. Non, si c'était que moi qui gérais la boîte, ce ne serait pas possible. Par contre, je suis peut-être le plus créatif, le plus artiste. Robin, je pense, a un profil assez proche du mien. Robin, c'est celui qui s'occupe des levées de fonds chez nous. Il a un profil aussi assez artiste. En tout cas, plus philosophe. Lui, il lit beaucoup de philosophie. Voilà. Et Julien, qui est le plus jeune de la team, qui a 23 ans, qui a beaucoup plus un profil bourrin, qui aime bien l'exécution, qui aime beaucoup le gros marketing. On est très différents, autant personnellement que professionnellement. Génial, trop bien. Donc en fait, si je récapitule bien, si je résume bien sur le côté The Quest, donc cette partie centre de formation, derrière vous accompagnez donc les structures à sortir leurs produits sur le marché, avec une réelle traction. Vous accompagnez derrière aussi dans leur levée de fonds, c'est ça? Potentiellement avec des acteurs aussi en France, type BPI ou des choses comme ça, ou vraiment purement des investisseurs directs Ça dépend chaque projet. Si je te fais le full, full funnel, imagine que demain je contacte du coup The Quest. Je t'envoie mon idée, un pitch deck potentiellement un produit qui est déjà fait, un MVP. Comment ça se passe? Alors déjà, nous, on n'accepte que des personnes qui ont entre 17 et 27 ans. Voilà, on ne cherche que du Kylian Mbappé dans le profil. Et voir, c'est un avantage si tu as moins de 19. Tu veux des profils. On pourra en parler pour plein de raisons, mais le plus tôt on fait ta rencontre, le plus tôt nous, ça va nous séduire. Pour plein de raisons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, tu ne viens pas avec un pitch deck. En général, tu viens nous voir si soit tu as déjà quitté l'école, et on t'a parlé de nous en mode ça c'est the place pour les dropouts, tu verras, c'est vraiment le tremplin, la safe place pour les dropouts.
Tu viens nous voir avec juste toi, pas d'idée, en fait, juste voilà, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas quoi. Et nous, on va soit avoir une idée au coffre pour toi, parce qu'on va t'interviewer, on va essayer de comprendre qui t'es, tes qualités, tes défauts, surtout tes défauts, parce qu'en fait, les défauts, dans certaines typologies d'entreprises, peuvent devenir, s'ils sont bien leveragés, peuvent être des qualités. Et Ouais, ça, bien c'est sûr. super fort. Donc, on va vraiment t'interviewer longuement sur ton enfance, ce que tu veux faire de ta vie. Et c'est ce que nous, on appelle de trouver le super pouvoir secret, comme dans un jeu vidéo. On a tous Ouais, puis je il y a pense de la magie. exactement et puis je pense que les dropouts, littéralement ont une histoire très profonde souvent. Ouais, ouais, Très, ouais, très ouais. profonde et puis tu peux aller chercher vraiment très, très loin et comprendre tous les tenants aboutissants de Grave. pourquoi ils en sont là aujourd'hui, en fait. Ouais, et donc, en général, c'est effectivement des gens assez singuliers Mmh mh. qui viennent pas nous dire en disant je suis différent, je suis singulier. En général, ça, c'est un red flag. Si tu viens nous voir comme ça, moi, je C'est sais que ça. ça va pas le faire. Par contre, si tu viens nous voir en mode j'ai envie de tout casser, l'école, ça me saoule. Si tu es énervé, rebellé contre l'école, en général, c'est un très bon signal pour nous. Mmh. Alors, si tu n'as pas d'idée, on va t'aider à en trouver une, que ce soit une idée qu'on a au coffre ou juste en tirant les ficelles de ton histoire et de quelle startup serait le CEO idéal. Euh, Qu'est-ce qui serait un beau destin à écrire pour toi? Ouais. Ou alors tu viens avec une idée, plutôt une zone d'idée, une envie de te dire, OK, moi, les banques m'énervent, j'ai envie de faire quelque chose dans la crypto. Je veux révolutionner, en gros, avec, Ouais, c'est ça. Et c'est ce genre d'intention qu'on regarde. Et nous, si on trouve que c'est une bonne flamme et qu'elle est honnête, et que nous, on est passionné autant par le projet que par toi, par l'humain, ouais. on va te dire, vas-y, let's go, tu rentres dans The Quest. Et là, après, ça va très vite. Nous, on fait des rentrées tous les lundis. Il Trop n'y a bien. pas de, tu vois, il y a pas de promo pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, on veut rester flex et on veut que ça aille très vite. On ne veut pas créer de friction dans ce cycle, justement, entrepreneurial qui doit être très fluide. Et à ce moment-là, le lundi d'après, on démarre. Et là, ça commence, c'est très intense. On va se mettre des objectifs à la semaine et on va ensemble travailler pour que ton projet voit le jour le plus vite possible, se confronte au réel, au marché, qu'on développe un produit rapidement, qu'on teste auprès de clients réels de la vraie vie. Et en général, tu vois, si on sent que ça se passe bien entre nous, il y a une période de test d'un mois où en fait, si le soufflet retombe, en fait, naturellement, on se donnera plus trop de news et tu vas sortir de The Quest, c'est pas grave, on se tape dans la main et c'est cool et on essaiera de te trouver autre chose. Bien Mais, sûr, ouais. mais si tu kiffes l'expérience et que nous on kiffe l'expérience sur le premier mois, là on va commencer à accélérer et dans les phases d'après, on va t'aider à trouver tes cofondateurs, en tout cas des gens qui veulent travailler avec toi. Parce que c'est important, ces profils-là ont besoin d'être entourés. L'ambition vient en marchant, l'ambition vient avec l'équipe. Et nous, on a un gros travail d'agence Bien matrimoniale sûr. où on essaye de trouver des cofondateurs aux uns et aux autres. Et en général, tu vois, au bout de 6 mois, il commence à avoir une équipe, un produit, un début de product market fit. Et de 6 à 12 mois, le but, ça va être de transformer ce product market fit en un début de traction, un début de croissance, une sorte d'engouement global où tu croules sous les demandes, où tu croules sous les utilisateurs si tu fais une application mobile, par exemple. Et en fait, au bout de 12 mois, là, c'est le moment de vérité. Soit tu as un business model qui intrinsèquement te permet d'être autofinancé. C'est très, très rare dans les startups, mais ça peut arriver. En tout cas, nous, on te pousse les 12 premiers mois à être autofinancé. On veut que tu valides un product market fit. On ne veut pas que tu lèves juste sur un deck. Ça, on trouve ça toxique, malsain. Ok. C'est peut-être plus sain et non toxique pour des second time entrepreneurs, des gens qui ont de l'expérience, qui ont travaillé en startup. Sur notre profil d'entrepreneur avec qui on travaille, il faut qu'ils aient fait leurs preuves parce qu'en fait, ils n'ont pas de track record très Ouais, souvent. bien sûr. Ils ont parfois monté un premier projet à 15-16 ans. Nous, quand on les rencontre à 17, 18, on est un peu, c'est du second time entrepreneur, mais ils connaissent rien du monde réel en réalité. Mais ça a aussi des vertus, c'est qu'ils montent des typologies de startup qui sont purement ovni et que les VC regardent en mode OK, j'ai jamais vu ce pitch avant. Et ça, c'est notre créneau. Voilà, c'est ce qu'on aime faire. Trop bien. Et au bout de 12 mois, nous, on les aide à lever s'ils ont besoin de lever des fonds. Donc ça, c'est le travail de Robin que j'aide aussi. Et on va les aider à lever et leur apprendre à pêcher aussi. Magnifique. Ouais, il y a tellement de gens aujourd'hui, tu vois, je trouve, qui ont de bonnes idées et qui malheureusement ne sont pas accompagnés, n'ont Ouais. pas justement les bons insights, les bons tips pour pouvoir tout simplement sortir leurs produits et sortir de l'ombre, tout simplement, parce qu'il y a tellement d'idées qui circulent. Tu as toujours eu un pote autour de toi qui te dit « ouais, j'aimerais bien lancer ça, etc. » et qui ne le fait pas, parce que peut-être qu'il n'a pas l'équipe autour de lui. Donc toi, vous êtes un peu, si je dois résumer, les super-héros qui viennent révéler le pouvoir de la personne, en fait. Ouais, c'est la vision. C'est pour ça que c'est aussi, on s'est inspiré des jeux vidéo. Il y a un Quest. côté magie, super pouvoir, crew. Voilà. Et c'est effectivement, pendant 12 mois, c'est 100% online. Ok. C'est pour ça que tu vois, on a mis en place des choses où
on installe des setups chez les joueurs, chez les drop-out. On Trop leur, cool. voilà, Énorme. bons écrans, bons sièges. On leur met à dispo nutritionniste, coach sportif, psychologue. Parce qu'on va c'est quand même, faut le dire, c'est pas à la cour de récré. Ouais. On pressurise les gens Ils rentrent comme dans un centre de ouais, formation. ils rentrent dans un centre. On les voit comme des athlètes de haut niveau. Et du coup, on va essayer de leur mettre à disposition tout ce dont un centre de formation de foot peut mettre à disposition de ses poulains. Incroyable. Mais parce qu'on sait que les entrepreneurs, au début, tu vois, pour trouver un produit market fit, il te faut de la chance, et t'as pas besoin de te lever très tôt, il faut de la chance, il faut être artiste, il faut être brillant. Mais quand tu as un produit market fit et tu commences à crouler sous les demandes clients, du marché, etc., là, tu dois faire un switch qui est un switch hyper dur de passer à athlète de haut niveau. Tu te lèves à heure fixe, tu manges bien, tu vas commencer à manager des gens, il va falloir créer un peu de structure. Et donc, c'est un peu les deux grandes phases, tu vois. Magnifique. Et les 12 mois online de jeux vidéo sont agrémentés tous les 2 mois de voyages. Et tous les 2 mois, on va partir une semaine dans une destination ensemble pour travailler intensément, se retrouver. C'est un peu comme des checkpoints dans un jeu vidéo. Ouais, un mini mastermind ensemble. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Trop cool. Génial. Et voilà, on a tous, je pense que tu vas être d'accord avec ça, on a tous 24 heures de journée. Comment tu vas faire pour accompagner avec tes équipes? Alors, je suppose que tu vas recruter, etc. Mais pour accompagner autant de projets, vu que tu veux quand même. Ouais. Voilà, tu seras plus à 2-3 projets, comme tu me l'as dit, par an. Ouais. Comment tu vas faire? Comment tu comptes t'organiser là-dessus? Bah, c'est simple, on est 10 dans l'équipe. Ok. Et on prend maximum 10, ce qu'on appelle en interne des poulains. Je n'ai pas encore trouvé le nom, je ne sais pas si vous l'avez Des petits poulains. des drop-out. Ouais. Nous, on aime bien dire les poulains parce qu'il y a un côté affectueux où bien sûr. à la fois C'est le poulain de course, quoi. ouais, on les aime profondément, Ouais. mais on les pressurise pour qu'ils performent. Parce que c'est le deal qu'ils ont avec nous, en fait. Bien sûr. Sinon, on ne sert à rien. Et il ne faut pas venir avec nous. Et donc, non, on est quasiment, il y a un référent par personne. Et c'est comme ça. Et le but, c'est que comment les référents choisissent leur poulain ou inversement. Alors, c'est à la rencontre, évidemment, mais c'est un coup de cœur comme amoureux. Tu te prends d'affection pour un poulain Ouais, bien sûr. qui a une ambition de révolutionner tel marché ou tel sujet. Et là, en fait, c'est à toi de donner le maximum pour lui sur 12 mois. Voilà. En plus du cadre autre qui est, on a une partie formation qui a été productisée, gamifiée sur Podia. Il y a une communauté, il y a des voyages. Il y a aussi des voyages communs pour qu'ils se rencontrent entre eux. Le but, c'est qu'ils se fassent des copains. Ouais, Ces gens-là, s'ils quittent l'école et qu'ils n'avaient pas The Quest, en fait, ils seraient tout seuls chez eux. Et devant leur ordinateur. alors ils se feraient peut-être des copains en ligne, mais la grosse vertu de l'école, on en dit ce qu'on veut, qui est probablement plus du tout adapté au monde moderne et à la société, c'est de te trouver des copains quand même, avec lesquels tu pourras faire des trucs plus tard et de socialiser. Et on ne veut pas créer des ovnis associables. Donc on fait en sorte qu'ils se retrouvent entre eux, mais que du coup, ils se disent, ok, putain, il n'y a que des weirdos autour de la table, comme moi, et en fait, on va nourrir notre ambition mutuelle, on va se partager du knowledge, des tips et des moments de vie, et on va se soutenir quand ça ira mal, des choses comme ça. Ouais, c'est trop bien. Franchement, ouais, c'est d'où le mot que tu as employé tout à l'heure, crew, quoi. Tu as vraiment un crew que tu crées. Un vrai aspect communautaire, tu as raison. Ouais. Trop bien. Ouais. Et en termes de boîte, du coup, dans quelle boîte donc, on va prendre l'historique. Donc ça fait combien de temps maintenant? 3 ans et demi, tu m'as dit? 3 ans. Ouais. Quel type de boîte t'a accompagné à sortir leurs produits sur le marché? On a tout fait, hein. Franchement, on a fait tous les. Nous, alors, on a une thèse qui n'est pas industrielle. On ne fait pas que, je sais pas, des softwares, des logiciels, du SaaS sur le tourisme. Ça peut être, tu vois, il y a des incubateurs ou des startup studios qui ne font que du SaaS tourisme. Ouais, bien sûr. C'est une très bonne thèse industrielle, why not? Nous, on a une thèse sur l'humain. On pense que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de people et on ne fait que du drop-out. Et on a construit un écosystème pour satisfaire et magnifier ces drop-out. Mais après, que ce soit eux qui viennent nous voir avec une idée ou qu'on leur trouve une idée qui correspond à leur histoire, on a fait des apps mobiles consumer que tu peux trouver sur l'App Store, qui font des millions de téléchargements tous les mois. On a fait du logiciel SaaS. On a fait… alors, c'est plutôt du produit virtuel. Nous, on aime bien le SaaS, les marketplaces. Donc la tech, quoi. La tech, quand même. Je peux te parler des 2 derniers. Hein. On a créé une société qui s'appelle Mobula. Mobula.fi, qui est un data aggregator crypto décentralisé. C'est comme CoinMarketCap, mais on ne manipule pas la data, c'est décentralisé et on ne peut pas faire comme FTX, on ne peut pas se barrer avec la caisse ni faire des fraudes X ou Y. Donc, ça s'appelle Mobula.fi, ça prend bien. Et ça, tu vois, c'est un produit, alors c'est un SaaS, mais un SaaS grand public. Tu ne payes pas pour l'accès. C'est les traders crypto qui vont avoir accès. Ouais, c'est un upsell derrière s'ils le souhaitent, quoi. Exactement. Ok, très bien. On a fait également Join Freeland. Ouais, c'est ça que je voulais te parler justement. Je parler. J'aime beaucoup, tu vois, la dynamique de cette boîte. Je te laisse
Ouais. La pitcher. John Freeland, pareil, c'est des. Alors, eux, ils ont tous un rapport particulier à l'école. Ils ont tous drop-out ou pas trop aimé expérience dans l'équipe cofondatrice. Ils ont fait des bootcamps de 2-3 mois pour apprendre à coder, etc. Et on a décidé ensemble de réinventer le design des écoles. Et donc, on crée des écoles en ligne avec des rentrées toutes les semaines pour apprendre un métier d'avenir. Ça va être virtual assistant, Monteur vidéo, j'ai vu. monteur vidéo, closer, etc. Et on crée un nouveau design d'école où il y a des rentrées toutes les semaines. C'est online, mais avec un accompagnement personnalisé, où les profs sont des professionnels qui ont été des freelances high ticket, qui ont, tu vois, c'est pas des gens de l'éducation nationale. Et c'est des formats courts. Et c'est accessible. C'est un vrai ascenseur social. Genre, les écoles coûtent 3 000 euros pour à peu près 2-3 mois de formation. Ouais, qui derrière, tu peux générer vraiment de l'argent en sortant de l'école, quoi. Exact. En tout cas, tu as un métier. C'est ça qui est magnifique. T'as un métier. Une Et compétence qui est valable sur le marché à l'instant T, quoi. Exactement. Donc, c'est plus des écoles en ligne de la réorientation. Et l'image qu'on a donnée, c'est que John Freeland, c'est la terre promise, une sorte d'île virtuelle qui est un peu trop bien. l'école nouvelle génération. L'éducation nationale n'a qu'à bien se tenir, quoi. Ouais. Bah, ma mère est professeure des écoles. C'est vrai. Ouais. Et elle en pense quoi, du coup? Bah, elle est grave intéressée. Bah, franchement, oui, parce que c'est vachement dans l'air du temps. C'est une question en plus que je voulais te poser, parce que c'est vrai que tellement de gens aujourd'hui on est dans un domaine, enfin, on est dans un monde qui est de plus en plus remote, qui est de plus en plus freelance, etc. De plus en plus aussi à la performance. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Il faut s'adapter. Les gens, on pourra en parler après, mais en ont marre, je pense, pour la plupart, surtout les jeunes, parce qu'ils voient ce qui se passe sur les réseaux. Hein. Ils ne sont pas aveugles. Ah ouais. Ils voient qu'il y a des choses qui sont possibles, que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet en étant freelance, en ayant une compétence. Tu parlais de monteur vidéo, closer, etc. Ouais. Et donc, il suffit d'une compétence que tu peux apprendre très rapidement quand même. Grave. Et après, en fait, tu te fais ton expérience sur le tas, etc. Ouais. Donc, c'est ça qui est magnifique. Surtout que tout va plus vite là. Hein. Bien sûr, tout Genre, va très très vite. En ce moment, même pour des gens comme nous qui suivons. Moi, j'ai du mal des fois. Ouais, bien sûr. Ouais, mal. pareil. Ça va très très vite en ce moment. Extrêmement vite. Ça va très très vite. Du Magnifique. coup, et je pense, c'est pour ça que j'y crois énormément, c'est que c'est l'école comme elle doit être designée en 2022-2023. Et encore, on va peut-être devoir, là, tellement ça va vite, Ouais, on va devoir peut-être aller encore plus loin. Et l'adapter pour les années à venir. Ouais. Et en plus, on a une approche, c'est ce qui fait la force de Freeland, tu vois, c'est qu'on a une approche où on prend le marché par la demande et pas par l'offre. On ne crée pas une école pour une école. On regarde de quoi le marché a besoin pour créer des écoles. Exactement. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, donc il faut des vidéastes et des monteurs. Ouais, exactement. Et tu vois, bon, voilà, on a fait 12 mois, une très belle exécution, 2 millions de chiffres d'affaires la première année, une équipe cofondatrice soudée et qui est hyper drivée. Donc là, on a levé des fonds avec des beaux investisseurs. Magnifique. Pareil pour Mobula d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du coup, si on fait un comparatif par exemple de l'infoproduit, etc. et du logiciel, donc peut-être qu'il y a une plus grosse barrière d'entrée en termes de développement, etc. Même plus trop, hein, avec l'IA. Oui, avec l'IA, le software, avec le no-code aussi, toutes ces choses-là. Ouais. Mais concrètement, pour aller sur le marché, vraiment être rentable, rentrer du cash, donc du cash flow très rapide, qu'est-ce que tu penses qui est le plus facile aujourd'hui pour quelqu'un par exemple qui veut démarrer, qui veut lancer une startup? Oh, le service de très loin. Ah, d'une startup. Déjà, si tu veux faire du cash flow, tu peux faire une startup. Ce n'est pas des entreprises de cash flow. Bien sûr. Que tu sois entrepreneur qui monte une startup ou investisseur qui investit dans une startup, ton horizon de cash, il est dans 10 ans. Si tu viens avec une autre idée en tête, tu vas être très déçu. Et ton horizon, il est dans 10 ans et il est très, très, très intéressant. C'est l'asset class, c'est le type d'actif qui est le plus risqué de tous. Hein. Si tu veux être sûr que tout se passe bien, tu investis dans la pierre, l'IMO. Et si tu veux faire du cash flow, non. Si tu es jeune et que tu ne veux pas prendre trop de risques et que tu veux faire du cash flow, agence de service. Ouais. Surtout en ce moment, tu vois, il y a une agence d'IA, avec l'IA en plus. Tu peux faire tellement de trucs. Ouais. Tu fais une agence de monteur vidéo, des choses comme ça, ouais. Et tu te lances en freelance, tu vois, tu fais freelance, tu apprends un métier en 2-3 mois, et après tu te lances en freelance, et si ça marche bien avec toi en freelance et que tu as un peu d'ambition, tu lances une agence, qui est l'extension du freelancing au fond. Mais non, en plus, les jeux de produits, développement produit, c'est des jeux plus difficiles pour une raison très simple. Déjà, c'est un peu le SaaS, c'est quand même aussi bien documenté que comment monter une agence. Tu as des méthodes scientifiques de comment monter un bon SaaS, comment monter une bonne agence. Ça, tu le trouves en ligne assez facilement. Mais la seule différence, c'est que le service,
toutes les 24 heures, tu as une feedback loop. Tu fais un nouveau rendez-vous, tu peux adapter ton pitch, adapter ton offre en permanence. Exactement. Sur un produit, tu as du temps de développement. Même si tu as un CTO avec toi brillant qui est capable de te refaçonner ton produit toutes les semaines, il n'empêche que ta feedback loop, au mieux, elle sera toutes les semaines. En général, elle est plutôt monthly. Ouais, mensuel. Ouais. Donc, d'évidence, c'est plus fatigant parce que c'est moins malléable. Et tout ce qui est moins malléable est plus rigide et de toute évidence plus difficile à construire. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Je voulais te parler aussi d'un truc où je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps au final, pas si longtemps, en observant aussi tout ce qui se fait sur le marché en termes de business, que l'hybride, si on peut appeler ça un hybride, en tout cas le mélange parfait, même s'il n'y a pas de parfait, mais un mélange qui est assez sympa en termes de scalabilité, c'est de mélanger l'infoproduit et le SaaS. On prend un exemple, par exemple, que tu connais très bien, à mon avis, ClickFunnels, où les gens rentrent par l'infoproduit et ensuite ils arrivent sur le SaaS, ou inversement. On a aussi très récemment, peut-être que tu as vu aussi un Iman Gadzhi par exemple. De nom seulement, je ne connais pas. Agency Flow, en fait, il a tout simplement emmené beaucoup de monde dans son infoproduit et derrière, upsell sur son SaaS. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et c'est vrai que tout à l'heure, je discutais avec un gars qui vient de lancer un SaaS, tout seul. Il a son 3K de MRR, là, il est en train de monter progressivement. Et il me disait, pour faire rester les gens, pour vraiment qu'ils soient sticky, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de créer tout un écosystème autour pour les éduquer, pour leur donner des manuels, de l'information, pour qu'ils puissent être autonomes à fond et qu'ils deviennent dépendants, entre guillemets, du SaaS, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est, je pense, une question d'approche. La majorité des SaaS, derrière, ont des account managers, donc des humains, et ont de la doc, de la FAQ, du service après-vente. Bien sûr que le niveau ésotérique du SaaS, c'est d'arriver et d'avoir un niveau de rentabilité, de scalabilité énorme. C'est pour ça que les investisseurs adorent les startups SaaS. Parce que c'est aussi 90% des startups qui se vendent ou qui rentrent en bourse sont des SaaS depuis ces 20 dernières années. Donc c'est normal qu'ils ont un référentiel historique et ils croient plus en ça parce qu'ils doivent manager leurs risques et ils doivent chercher de la liquidité de l'exit. Mais dans ce que tu cites, ce qui est malin, c'est que c'est des infopreneurs qui se rendaient compte qu'ils vendaient donc mis du service, mis du produit, c'est le prof de l'infoproduit. Exactement. Et qui déjà, ceux qui sont malins derrière, vont créer une stack d'outils, mais par affiliation, avec des banques en ligne, des comptables en ligne, des logiciels SaaS d'autres, et faire de l'affiliation et prendre du 10-20% sans effort. Voire même des fois du 30%, etc. Exactement. Donc là, déjà, tu as des niveaux de rentabilité qui sont très intéressants, à effort nul. En tout cas, tu as juste l'acquisition de départ, en fait, tout simplement, pour aller chez tes premiers clients. T'extends ta LTV, littéralement. Mais, et c'est sûr qu'après, et c'est un autre jeu, développer un SaaS que tu vas recommander dans ta formation, je connais bien le jeu, c'est très rentable. Et c'est une très bonne réflexion d'expansion écosystémique. Gary Vee fait pareil, tu vois. Gary Vee, il est au centre avec son média, son contenu, et il a une firme de design. Bon, il a beaucoup d'agences, mais il a aussi du SaaS, il a de l'app mobile. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il a une sorte de club d'investisseurs, business angel. On ne connaît pas tout son empire, mais c'est des gens très malins qui se disent « Ok, qu'est-ce que je peux créer tout autour de moi ?» Il faut le voir comme une fleur. Eux sont au centre, sont la tige et ils créent des pétales. Tu prends un Cardone aux US, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un client qui va leur dire « J'ai besoin de ça » et un deuxième, et ils vont se dire « Je vais le créer, en fait. » Tout simplement. Et puis pour chacun, ils trouvent un CEO. Exactement. C'est fort. Non, c'est celui qui est en train de le faire en France. Pour le coup, moi, je lui tire mon chapeau, Yomi. Yomi, je connais un peu l'interne, tu vois, genre. Très smart. Avec Mindeo, c'est ça, Mindeo. Alors, il a son SaaS Minea aussi. Minea, que je connais bien, parce que nous, il y a l'année numéro 2 de The Quest, on a monté Influspy et qui a donné la joint venture entre Influspy, un autre SaaS et Yomi. J'avais rencontré, lors d'un voyage à Dubaï, j'avais rencontré Thibaut. Thibaut. Magnifique. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de tes startups. Je te poserai après la question, c'est quoi ton track record ? Je crois que tu m'avais dit que tu étais à 20 millions ça, de ARR sur tout ton portfolio. 22 maintenant. 22 ça évolue, tant mieux. Trop bien. Chaque chiffre compte. C'est quand même 2 millions de plus. Et concrètement, à quoi ça ressemble ton portfolio ? Tu as combien de startups donc à l'heure actuelle ? Une dizaine. Une dizaine. Donc tu as de l'app. L'app mobile. Tu as du SaaS, tu m'as dit, de la plateforme. De la plateforme, de la marketplace. On fait principalement du produit digital. Là, on travaille sur des outils
On the side, on travaille avec justement des drop-out qu'on a commencé à onboarder avant de lancer The Quest. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais moi, je ne veux pas créer de friction, donc je commence à travailler on the side avec des talents comme ça. On travaille sur un outil IA, on travaille sur une app consumer messaging. Ouais, on travaille sur des trucs intéressants. Trop bien, trop cool. Et c'est quoi du coup l'ambition de The Quest concrètement? Pas nécessairement en termes de chiffres, etc. Mais où est-ce que tu veux l'emmener? Moi, j'aimerais que ce soit la marque de référence qui soit la safe place pour les drop-out ambitieux. À l'échelle française ou à l'échelle mondiale? Ouais, notre play, c'est que j'adorerais croire à l'Europe, mais je n'y crois pas tant que ça. Je pense qu'il y a trop de barrières culturelles et de langage. Et je ne crois pas ni aux fonds d'investissement, ni aux incubateurs qui essaient de se faire croire européens. Ce n'est pas très réel. Mon référentiel, c'est l'école 42. L'école 42 qui fonctionne, elle va essayer de lancer à Paris une école 42 à San Francisco et elle va vendre en marque blanche son infrastructure en franchise de l'école 42 en Afrique à des gouvernements, etc. Moi, j'ai envie de prendre la France d'abord. Et en fait, je sais d'expérience que si je veux lancer un The Quest, je sais pas, aux US, en Bulgarie, en Australie, sur place. Il faudra trouver quelqu'un qui est natif. La proximité culturelle pour les entrepreneurs est beaucoup, même si on peut être déçu ou pas de ce constat-là, elle est beaucoup trop importante. Ouais. Et quand tu vas dans une école, à part certaines où tu te dis, OK, bon, bah, là, je suis parisien, je vais à Oxford, je vais à Londres, des trucs comme ça, why not? Mais c'est réservé à une élite. Et nous, sur du profil très jeune, c'est compliqué parfois de les faire voyager aussi, parce qu'il y a leurs parents, il y a des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a créé un truc online aussi qui correspond plus à leur culture du gaming. Mais en tout cas, il faut que tes antennes où tu les repères et où tu les rencontres soient locales. Donc nous, on va démarrer par la France. Et si on a la chance, je dirais dans 2-3 ans, on ira essayer de prendre d'autres géographies. Mais on va déjà essayer de réussir la France. Top, impeccable. Et toi, du coup, à titre personnel, au-delà d'accompagner des boîtes, est-ce que tu as investi aussi juste du pur investissement dans des structures, dans d'autres structures, dans des startups? En France, en Europe ou à l'échelle mondiale? J'ai investi dans 21 startups avec des tickets perso. Trop cool. Et principalement du SPV et parfois en direct. Au début, j'ai fait du SPV pour comprendre le jeu et après, j'ai fini en direct. Ouais, il y en a 2 ou 3 qui sont US, 10 qui sont françaises et le reste qui sont européennes, mais au sens, tu vois, il y en a une qui est incorporée Roumanie, machin, etc. Et j'ai démarré il y a exactement, pas de dire de bêtises, 5 ans. Et sur les 21, alors il y en a sur lesquels j'ai investi l'année dernière, tu vois. Mais sur les 21, il en reste 15 en vie. Et en vrai, je ne me voile pas la face. Je pense que je ferai un gros ROI sur une. Ouais, c'est le but, c'est ça qui est important. C'est très difficile de savoir laquelle. Ah oui, c'est asymétrique. Surtout que tu peux très bien avoir une boîte qui va très très bien. Ouais. Tu penses que tu vas faire une énorme, enfin qui va être hyper bien valorisée, et puis au final, il y a un problème. Se fait balayer, bien sûr. C'est le propre des startups, ouais. Et puis avoir un problème en termes de loi, de législation qui passe, une pression extérieure. L'arrivée de l'IA, le Covid. Exactement, en fait. Il y a tellement de facteurs. Et à l'inverse, là, ceux qui développaient les data scientists, tous ceux qui faisaient de l'IA là, depuis 3 ans, à qui personne ne voulait parler parce que personne ne les comprenait, les prenait pour des fous dans leur labo. Là, ils se régalent. Parce qu'ils ont un defensibility mode, ils ont créé un bastion technologique d'avance et de compréhension intime. Et là, c'est marrant, c'est les meufs les plus sexy dans la soirée, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas… ce que je conseille toujours quand on me demande, tu vois, je vais investir en start-up, qu'est-ce que je dois faire? Je donnerai le conseil qu'on m'a donné qui est fixe un ticket moyen et tu t'y tiens toujours. Exactement. Surtout, ne change pas parce que tu vas le regretter. Moi, à chaque fois que j'ai changé mon ticket moyen par FOMO, en mode je mets un peu plus parce que j'y crois de ouf. Tu le regrettes. Tu regrettes. Et parfois, tu dis je mets moins parce que… Non. À la rigueur, quand tu relèves, tu remets un ticket, quoi. C'est le but. Alors, why not? Mais ça, c'est quand tu as pas mal de moyens. Moi, je conseille plus de dire, OK, avec quel niveau de risque tu es à l'aise? Soit tu mets en pré-seed ou en seed, et là, tu sais qu'il va falloir faire 100 tickets pour qu'on ait un qui paye, disons, qui paye beaucoup. Il faut que ce soit ton objectif. Et si tu as besoin de manager ton risque, tu fais de la série A, série B, série C, tu choisis. Et tu vois aussi, c'est une question d'accès. À quel type de deal tu peux avoir accès? Mais il faut déjà il faut vraiment, ça c'est le plus important, moi je le répète, il faut que c'est tellement un type d'actif qui est risqué, n'investissez que l'argent
que vous êtes prêt à acheter par les fenêtres. Si tu commences à te dire, OK, il y a 3 ans, j'ai mis un ticket dans cette startup Je vais faire des millions. et tu commences à faire des reproches au founder parce qu'il n'exécute pas aussi bien que ce que tu l'espérais, il y a un blême pro. On n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Pas de boule de Non, cristal. et puis en fait, il n'y a pas de pression à mettre à qui que ce soit parce qu'en fait, Bien sûr. en tout cas, si tu mets en seed ou en pré-seed, c'est un type d'actif tellement risqué. Fais-le de façon récréative, pas en espérant un ROI. Si tu espères un ROI, c'est pas le bon type d'actif. Bien sûr. Et puis c'est tellement dur de monter une startup, c'est tellement. Je pense que c'est une des voies les plus dures. Comme tu disais tout à l'heure, il vaut mieux lancer un business de service. En tout cas, si vous voulez un truc simple et faire du cash dès le départ. Ouais. Donc franchement, ouais, il faut. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs au mythe de 9 startups sur 10 Réel. échouent? Ouais. Ouais, réel. Sur les stats, etc. Ok. Tu crois pas? Ça dépend si tu regardes encore une fois, c'est une sous-question que je voulais te poser en termes de tes critères d'investissement. Forcément, tu as des critères qui sont vraiment bien prédéfinis. Je pense que tu peux diminuer drastiquement le risque, mais c'est clair, comme tu l'as dit. Ah oui. C'est Déjà, si tu fais de la série B ou C, déjà, t'es dérisqué. sûr. Ouais. Quels sont tes critères, du coup, concrètement, quand tu investis dans une boîte? Moi, en perso, moi, j'aime le risque. Je mets en pré-seed ou seed. Ok. Je mets que de l'argent que je traque dans un tableau Excel, mais après, je ne le regarde plus. Je sais que ma Feedback Club, elle est à 10 ans. Je mets juste la raison pour laquelle j'ai investi. Est-ce que j'ai trouvé le founder intéressant? Est-ce que j'ai mis par gourmandise parce que le sujet, c'est pour le karma, genre l'écologie, des sujets comme ça. Et je me dis que c'est de l'argent perdu. Et que si un jour j'ai un mail pour me dire, au fait, envoie ton RIB, il y a un Il y a beau ROI. un bon exit. Trop cool. Mais je le fais par. C'est purement récréatif, ouais. Ok. Et je conseille à tout le monde, tu ne dors pas assez bien si tu ne le vois pas comme ça. Bien sûr. Ah, c'est clair. Même ce qu'on fait avec The Quest, hein. On essaie de créer l'écosystème qui va dérisquer les drop-out avec qui on travaille et les investisseurs avec qui on pousse derrière ces startups pour investir en seed. Mais moi, je ne mens à personne. On fait. Surtout, les stats donnent tort au modèle de The Quest. Je le dis ouvertement, je n'ai pas de problème à ça. Un second time entrepreneur qui fait du SaaS, B2B, aura beaucoup plus de chances de réussir qu'un drop-out 18 ans dont c'est sa première vraie boîte, même s'il a eu des petits projets à côté. Maintenant, ma thèse, c'est que la magnitude de succès des drop-out va être bien plus grande que celle des second-time entrepreneurs B2B SaaS. Bien sûr. Parce qu'ils ont faim, ils ont une revanche à prendre. Mais aussi parce qu'ils font des startups ovni. Genre un Facebook, Zuckerberg, c'est du profil drop-out. Et donc, nous, on a créé une structure où on veut aller chercher ce futur Zuckerberg ou ce futur Vitalik Buterin de Ethereum. Ou le mec qui a monté Figma, tu vois. Et c'est ce qu'on cherche. Okay. Et je le dis à nos investisseurs. On cherche un Kylian Mbappé. La proba qu'on le trouve est assez faible. Magnifique. Voilà. Extra. Et petite dernière question qui me vient. L'écosystème startup en France, comment tu le vois? C'est quoi pour toi les avantages, les inconvénients, concrètement? De mieux en mieux. Moi, je le suis depuis 7 ans. Je suis dedans depuis 5. Et je suis intense dedans, main dans le cambouis, depuis 3. Si ce n'est que sur la partie... déjà, en termes de valorisation, on se rapproche beaucoup de ce qui se fait aux US. Donc, les startups jouent à des jeux de startups. On l'a enfin compris. C'est fini, on est là sur le game. Sur le ring. Maintenant, oui, il y a un peu moins de capitaux, mais les Américains regardent aussi le marché européen, le marché français. Même maintenant, les Londoniens, les investisseurs anglais regardent le marché français. Là, il y a un vrai momentum pour la France. Mais parce qu'on vient de prouver qu'on arrive à faire des Doctolib, Bien sûr, il y a même quelques boîtes. Tu vois, moi, j'investis beaucoup via le Y Combinator aux US. Et il y a quelques boîtes françaises qui arrivent quand même dans le Y Combinator. De plus en plus, tu as raison. L'année dernière, il y en avait sur un batch, 7 ou 8. Donc, je pense qu'avant, ils étaient persuadés qu'on était des mauvais entrepreneurs, les Français. Et là, ils se rendent compte en fait, qu'on n'est pas si mauvais que ça. Ouais, il y a des trucs pas mal. Et que l'écosystème est devenu meilleur. Bien sûr. Maintenant, le seul défaut, si je suis 100% honnête, je trouve que les investisseurs ont pour beaucoup une mentalité, une approche bien meilleure qu'il y a 7 ou 10 ans. Mais c'est encore trop des financiers qui demandent des investor reports chiffrés aux entrepreneurs sans leur proposer une aide concrète. De ce que j'ai vu des fonds d'investissement et des investisseurs aux US, ils ont beaucoup plus de leviers d'aide parce que c'est des anciens entrepreneurs pour leurs entrepreneurs, là où la majorité des investisseurs français ne sont encore pas des anciens entrepreneurs et n'ont pas les moyens d'aider des entrepreneurs dans lesquels ils vont investir. Mais je sens que ça, bien sûr. Je sens que ça avance et je pense que c'est juste cyclique et que dans 10 ans, ce problème sera réglé. Excellent. Et en se passant du côté investisseur, vu que ça se démocratise quand même de plus en plus de plateformes, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de l'investissement à titre
perso en particulier, de toutes les plateformes qui émergent. J'en parlais encore à midi avec quelqu'un de Caption, par exemple, toutes ces plateformes-là. T'en penses quoi, toi, concrètement? Des deals qui sortent justement des plateformes, du crowdfunding, des choses comme ça? Si je suis franc, je ne sais pas trop quoi en penser. Ok. D'un côté, je trouve ça courageux. Je trouve ça innovant de se dire, OK, pour le peuple, on va leur proposer une nouvelle classe d'actifs. Mais je trouve ça bâtard parce que de mon entourage, ça fait beau de 3 ans que tu vois, je suis à fond là-dedans et que je leur parle, j'essaie de les éduquer, je fais du contenu sur LinkedIn et tout. Je vois à quel point ils ne comprennent pas la classe d'actifs. Dans laquelle ils investissent. Ouais, et j'ai peur que toutes ces plateformes-là, j'ai peur que dans quelques années, il y ait un gros problème où des gens vont demander un ROI et ils ne vont pas comprendre qu'ils ont joué à une feedback loop à 10 ans avec 99 sur 100 qui meurent. Et alors, ouais, en fait, j'ai peur que ça finisse mal. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Et moi, tu vois, je n'ai pas fait les plateformes dont tu parles. Donc, je ne vais pas me permettre de juger. Oui, puis encore une fois, plus tu investis tard, plus techniquement tu diminues ton risque. Tu en parlais. C'est ça. En fait, je ne les connais pas non plus assez. Donc j'espère sur du Caption, tu es quand même sur des grosses séries avancées. Hein. Voilà, j'espère qu'ils ont le Ledger qui relève, tu vois. J'espère qu'ils ont le recul de faire de la série avancée. Mais s'il y a des plateformes qui proposent du seed, il y a un truc. En fait, je n'arrive pas à identifier comme il y a un truc malsain qui me dérange et qui j'ai peur leur pète à la figure. Okay. Mais bon, je suis ni investisseur dedans, ni je mets du temps dans ce type d'entreprise. Donc en vrai, je suis peut-être en information très partielle. Parfait, impeccable. Je préfère me dire ça pour me rassurer. Ouais, non, bien sûr. Écoute, merci en tout cas, c'était super cool de te recevoir. Merci à toi. Un dernier, incroyable. Ouais, dans la suite 21, on a bu un petit jet, c'était cool. Un dernier mot pour quelqu'un qui souhaite potentiellement, je sais pas, investir en start-up ou qui souhaite aussi te retrouver. Où c'est qu'on peut te retrouver sur tes réseaux? Maxime Blondel sur LinkedIn. Blondie avec un Y pour Insta okay. sur Insta. Et là, normalement dans 2 semaines, si tu le lances dans 2 semaines, je vais me renommer. Ça va être Blondie avec un Y, les bons tuyaux. Okay. Je vais partager des idées de start-up à lancer tous les jours à peu près. Excellent. Et sinon, quoi d'autre? Mon mail, blondie avec un Y, @jointhequest.co. Et ouais, s'il y a des jeunes qui ont entre 17 et 27 ans, qui ont la flamme et qui sont rebelles, regardez notre site jointhequest.co et si ça vous plaît, envoyez-moi un message. Et peut-être que vous allez pouvoir être accompagné entre de bonnes mains. J'espère. Super. Bah, écoute, merci en tout cas Max, c'était un plaisir. Merci Arnaud. Et ouais. à la prochaine. À la prochaine.